Rebonjour, dernière masterclass de la journée, dernière de cette édition 2017. On va parler de l'innovation comme une valeur, peut-être aussi des valeurs de l'innovation. J'accueille Marie-Laurence Leray. Bonjour. Bonjour Justine. Marie-Laurence est directrice adjointe d'une entreprise morbihannaise qui s'appelle Ecodis, que vous connaissez peut-être pour ces petits sacs bio en coton réutilisables. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ecodis commercialise des produits écolos pour la vie de tous les jours, des produits non alimentaires, vous nous préciserez ça. Mais Ecodis, c'est aussi une philosophie du autrement, consommer autrement, produire autrement et travailler autrement. Vous faites le pari, Marie-Laurence, dans votre entreprise, des convictions vraiment pour fédérer et aussi pour innover. Alors, cette masterclass, elle s'intitule « Écologiquement responsable, économiquement innovant ». Qu'est-ce que ça vous inspire, ce titre, qu'on pourrait inverser d'ailleurs peut-être ? Oui, qu'on pourrait inverser. D'ailleurs, j'arrive jamais à le retenir. J'ai eu un petit peu de mal aussi. Parce qu'il serait valable, il serait totalement valable dans les deux sens. Peut-être même mieux encore dans l'autre sens. Enfin, économiquement responsable, écologiquement innovant. C'est vrai que l'innovation, elle est de fait dans l'ADN. Et comme dans beaucoup de choses qui sont dans notre ADN, en fait, on l'exprime dans notre façon d'être, mais pas forcément avec des placards. Voilà, ça se vit en fait. Économie, écologie, on comprend bien d'où vient le éco d'Ecodis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre entreprise ? J'ai parlé des petits sacs en coton, c'est évidemment pas ça seulement. Non, mais c'est une bonne entrée. C'est difficile de décrire tous les produits. On est une entreprise qui existe depuis 2000, qui conçoit et distribue des produits écologiques non alimentaires via les magasins bio uniquement, en France et en Europe. Alors, effectivement, c'est des produits utiles du quotidien, à longue durée de vie, avec des cahiers des charges écologiques. On est certifié sur 5 labels différents écologiques. Et donc, depuis 2000, aujourd'hui, on est une quarantaine de personnes installées à Saint-Nolff, à côté de Vannes. Donc une entreprise qui s'est bien développée dans les univers de la cuisine, les univers du ménage au naturel, du jardin, des bougies, de l'encens, tout ce qui ne se mange pas dans un magasin bio, on essaye d'y travailler. On a 1500 références différentes aujourd'hui. Et c'est une entreprise qui a commencé tout petit, parce que vous nous avez dit début des années 2000, les produits écolos pour la maison. C'est pas très vieux, mais c'était encore assez anecdotique. Oui, c'était tout à fait anecdotique. Donc le directeur actuel, qui est le créateur, qui s'appelle Didier Legars, qui est originaire d'ici, là, de Brest, donc a lancé ses premiers bicarbonates de soude qui parlent aujourd'hui à beaucoup de monde dans le ménage et comme couteau suisse du ménage au naturel. Il devait vendre quelques paquets seulement à l'époque, en 2000. Et puis, effectivement, le marché a évolué, les mentalités ont évolué, les scandales ont aidé à chacun à se réapproprier son mode de consommation et de faire à la maison. Donc, dès la création, c'était une forme d'innovation de créer cette entreprise un peu sur un pari, en tout cas sur la volonté d'une personne. C'était une entreprise pionnière en France ? Oui, tout à fait. Pionnière, ça n'existait pas en France. Tous ces produits-là existaient en Allemagne. Mais en France, il n'y avait pas d'offre du tout. Et donc, c'est à force de voyage en Allemagne que le fondateur s'est dit, pourquoi pas en France développer cette offre-là. Et donc, effectivement, il a été pionnier à ce moment-là. Et c'est une entreprise qui reste en avance et reconnue par ses clients pour ses capacités à innover chaque année, à se dire, tiens, ce produit-là qui existe dans le secteur conventionnel, peut-être que si on en modifiait tel et tel composant, qu'on y ajoutait, qu'on modifiait le process, ça deviendrait un produit intéressant pour écologiquement, c'est-à-dire pour préserver notre planète, notre vie à tous aujourd'hui, parce que on parle plus de demain, on parle d'aujourd'hui. Mais maintenant que ces produits se généralisent, se démocratisent aussi, comment vous arrivez à rester innovant ? Est-ce que c'est juste inventer de nouveaux produits, répondre à de nouveaux besoins ? Où elle est l'innovation à Ecodis, 17 ans après sa création ? Alors l'innovation, elle reste dans les produits, dans l'idée de ces produits, de se dire, effectivement, les petits sacs coton que vous avez cités, aujourd'hui, quand on va dans un magasin bio, on fait des achats de vrac, des achats de fruits et légumes dans des sacs papier. Les sacs papier, c'est bien, des ressources renouvelables, éventuellement de forêts gérées durablement, etc. Mais ça reste du jetable. Donc on s'est dit, ce qui est intéressant, c'est
on évite le jetable et qu'on rentre dans une démarche vraiment durable long terme. Et on a réfléchi, donc ces petits sacs en coton bio, tout simples, qui sont aussi légers que les sacs papier. Donc il n'y a pas de changement pour la tare des balances des magasins, par exemple. Donc ça, c'est une véritable innovation par rapport à ce qui se fait. D'avoir en fait conçu ce produit-là, c'est un tout petit exemple. Mais en se disant, bon ben voilà, et ça, les magasins, ça leur évite aussi un certain nombre d'achats. Le consommateur, il se réapproprie aussi ses consommations avec en évitant de remplir ses poubelles après avoir fait ses courses, même si c'est une poubelle de tri. Dans un lieu comme celui-ci, dans un événement comme celui-ci, on a entendu parler d'innovation technologique, on a pu voir des applications, des choses très surprenantes. Vous nous dites, l'innovation, ça peut être un petit sac en tissu, ça peut être du vinaigre blanc pour faire le ménage. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette vision de l'innovation que vous portez? Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a les produits, parce que généralement on nous connaît par là, mais pas que, puisque dans l'entreprise, il y a... Alors, c'est vrai, on peut peut-être parler d'innovation sociale. Alors, je ne sais pas si c'est l'innovation. Pour moi, pour nous, les dirigeants d'Ecodis, c'est du bon sens. Mais dans le monde économique d'aujourd'hui, faire de l'économie autrement, alors on peut appeler ça l'innovation. On nous voit aussi comme des extraterrestres parfois, puisque nous, on est dans une culture effectivement, de réappropriation des consommations, d'éveil des consciences aussi dans ce qu'on fait et dans notre manière de travailler. Depuis la création, Ecodis et les 35 heures sont faites sur 4 jours, par exemple, pour permettre aux salariés de mieux concilier vie perso, vie professionnelle. Il y a une échelle de salaire qui est réduite, de 1 à 3, 3,5 entre le plus bas salaire et le plus haut salaire. Le plus bas n'étant pas au SMIC. Donc voilà, quand on veut attirer des talents à l'extérieur, on demande en général des efforts. Par contre, voilà, pour les métiers les moins qualifiés, c'est l'entreprise qui fait l'effort aussi d'avoir un niveau de rémunération qui permette une vie à côté. Donc il y a un intéressement très incitatif. Il y a des choses aussi pour le bien-être. Je ne parlerai pas de bien-être, mais de bonnes conditions de travail, parce que le bien-être, c'est encore autre chose, à mon avis. Quel lien vous faites, quelle valeur, quelle philosophie on peut trouver derrière à la fois vos produits et cette façon de travailler qui émane d'une volonté forte? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Alors, derrière tout ça, il y a la volonté d'avoir d'autres modèles que le modèle économique dominant, on va dire, puisque heureusement, il y a plein d'initiatives et ici, c'est un bon lieu pour ça. Alors, une des dernières innovations très marquantes pour lesquelles on est les seuls en France aujourd'hui à avoir fait cette démarche-là, c'est de nous être affranchis des actionnaires, puisqu'il y avait une structure juridique classique avec des actionnaires physiques. L'entreprise se portant bien, il y a eu le dirigeant ayant 56 ans, il y a eu plusieurs propositions de rachat de l'entreprise l'an dernier. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on protège, nous, notre façon de voir l'économie autrement. Alors pour la protéger, nos conseillers avocats nous ont proposé un montage juridique complètement innovant, qui est à la fois très simple et technique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique, mais vous donner l'esprit dans lequel on l'a fait. C'est de transférer en fait le capital de l'entreprise à un fonds de dotation. Donc fonds de dotation, une personne morale à but non lucratif, dont l'objet est déconnecté de l'intérêt économique de l'entreprise, mais de servir un intérêt général qui, dans notre cas, le fonds de dotation qui s'appelle Ecodicé, a pour objet de financer des projets écologiques et ou solidaires en France ou dans le monde, enfin qu'il y ait un juste équilibre. Voilà, ce qu'on recherche nous, ce qui nous motive au quotidien, c'est qu'il y a un juste équilibre au niveau des humains, au niveau de nos consommations, des pays, etc. Donc là, on y contribue en rendant l'entreprise. Aujourd'hui, personne ne peut acheter Ecodis, elle n'a plus aucune valeur. Vous parlez de protéger votre modèle, de protéger vos valeurs. Qu'est-ce qui vous faisait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur comme scénario pour Ecodis? Ouais. Alors, ce qui est à craindre dans toute transmission d'entreprise, forcément, c'est de s'assurer que les personnes qui investissent, qui rachètent, vont garder ces valeurs qui font l'entreprise aujourd'hui, qui sont l'entreprise. Et quand il y a un rachat, bon là, il y en a beaucoup dans notre secteur d'activité. Ce sont beaucoup des grands groupes conventionnels qui se mettent à acheter des entreprises dans le domaine écologique ou de la bio. Et il y a une perte des valeurs. On a des modèles classiques de grands groupes. Donc nous, on souhaitait protéger à la fois ce qu'on a créé pour les salariés, ce qu'on a créé pour nos clients. Voilà, ce qu'on crée aussi pour la société, puisque là, maintenant, quand il y aura du résultat, concrètement, après investissement, intéressement, etc., s'il reste du résultat, on va le verser dans ce fonds de dotation.
Et ce fonds de dotation, il va financer ce qu'on décidera, hein, puisque c'est tout récent, on n'a pas encore de projet concret, mais ça peut être des plantations, des projets en faveur des migrants, c'est d'actualité, ou toute autre action qui sera dans un juste équilibre humain et écologique. Ce fonds de dotation, vous avez été primé pour l'innovation, justement. Alors, vous disiez que vous étiez un peu vu parfois comme des extraterrestres. Là, c'est une récompense qui va plutôt dans le sens de ce que vous faites. Oui. Il y a un regard un peu contradictoire, là, peut-être? Oui, c'est vrai. Alors, on a reçu le prix spécial du jury au Trophée de l'innovation cette année pour cette innovation-là. Prix spécial parce qu'on rentrait dans aucune case quand on remplit le dossier. Mais c'est effectivement une belle reconnaissance de la démarche. On a été appelé à témoigner auprès d'autres entreprises qui sont intéressées aussi par la transmission de leur entreprise et leur pérennité sur le long terme. Donc effectivement, il y a une forme de reconnaissance. Par contre, c'est vrai que quand on parle à des dirigeants classiques d'entreprises qui peuvent être parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais qui peuvent être parfois soumis à des pressions d'actionnaires, de rentabilité, etc. Enfin, ce qu'on entend un petit peu, des pressions sur les salariés. Voilà, nous on a mis une coque là-dessus et là effectivement les dirigeants plus classiques se disent mais c'est pas possible, ne plus pouvoir acheter l'entreprise. Demain, quand on achète 100, on veut 200 dans 5 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, tout dépend des objectifs. Aujourd'hui, voilà, c'est plus la peine d'en parler. Ce modèle économique particulier, il a été voulu par la direction, par vous, entre autres. Comment ça a été reçu par les personnes qui travaillent dans l'entreprise, par les salariés? Est-ce que ça les rassure? Est-ce que ça les satisfait? Quelles ont été les réactions? Oui, les réactions, ça a été plutôt d'être rassurés, effectivement, et de se dire que bon, les emplois vont être gardés, les emplois tels qu'ils sont aujourd'hui vont être gardés. Donc ça a été plutôt très bien perçu. Il y a un facteur de cohésion et de se dire, voilà, demain, tout ne va pas changer. Voilà, l'incertitude créant de la peur peut créer des comportements qui... un peu de retour sur soi et puis qui évite à l'entreprise de bien avancer. Là, vraiment, ça a été un facteur de cohésion important. Ouais. Vous, Marie-Laurence, vous avez travaillé dans un autre secteur avant, dans un type d'entreprise beaucoup plus classique, assez longtemps en plus. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui de travailler dans une entreprise qui est tout en bois, qui est écolo, qui n'a pas d'actionnaire? Qu'est-ce que vous y trouvez? Alors, à titre tout à fait personnel, moi j'y trouve un parfait alignement entre mes convictions personnelles et ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire œuvrer pour un monde un petit peu différent. Après, on en avait parlé, moi une devise le matin, c'est quand je me lève le matin, c'est de me dire, voilà, ce qui me plaît, ce qui me motive, c'est vraiment de changer le monde, aussi petit soit le geste, parce que j'ai la pleine conscience que voilà, c'est une goutte d'eau dans un océan, mais cette goutte d'eau, elle me semble importante. En tout cas, moi, elle me motive à titre personnel. Et on essaye, et j'essaye à titre personnel, et les dirigeants aussi, d'emmener les salariés nous suivre sur cette volonté de faire bouger les choses à notre échelle. Est-ce que c'est votre définition de la passion, d'être en cohérence dans tous les aspects de sa vie? Eh bien, peut-être bien, oui, peut-être bien. La passion, après, ça se traduit. C'est vrai, quand on est bien motivé le matin, qu'on comprend pourquoi on se lève et qu'on le fait avec enthousiasme, avec passion, avec énergie, c'est vrai qu'autour, ça génère aussi une forme d'envie, d'allant, et autour, il y a une belle cohésion qui se crée, oui. Et vous le sentez chez vos collègues, au sein de l'entreprise? Vous êtes entouré de gens passionnés, qui partagent les mêmes valeurs? Alors l'entreprise, elle a un format assez classique avec des salariés divers. Donc il y en a des plus passionnés que d'autres, des plus investis que d'autres, des plus engagés sur les valeurs écologiques, puisqu'on ne recrute pas sur ce critère-là. Donc il y a effectivement une représentativité assez classique, je dirais, de la société. Par contre, effectivement, au quotidien, on essaye d'entraîner vraiment en partageant ces valeurs, en expliquant pourquoi on va, où on va avec nos produits, avec ce montage juridique, avec d'autres projets. Ce qui est important aussi, et ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter d'autres projets, d'autres souffles extra-professionnels. C'est-à-dire, voilà, on ne va pas se dire, bon, allez, on va faire une réunion sur les chiffres des 6 derniers mois. Ça arrive très rarement. Ça arrive parce que on le fait de temps en temps, mais c'est très, très, très rare. Vous avez un exemple de projet qui serait un peu décalé par rapport au travail? Voilà, puisqu'on en a conduit un juste ces 2 derniers mois. Là, c'est un projet de street art dans l'entreprise. Donc très différent, on a décidé de faire venir des street artistes
pour peindre un très grand mur, le grand mur de notre entrepôt de stockage, donc au pied des préparateurs de commandes. Donc ça a été un choix de ne pas mettre le Christ de Léonard de Vinci dans le bureau du directeur puisque c'est d'actualité, mais au contraire d'offrir une fresque avec des artistes qui peignent des murs dans le monde entier, donc qui sont très connus. De les mettre là, nous, au cœur de l'entreprise. Donc le projet a été conduit de façon participative avec un groupe de salariés sensibles au street art, sinon il n'y a pas d'intérêt, qui ont choisi les artistes et qui ont fait le brief et qui ensuite nous ont aidés à les accueillir correctement. Et ça a été vraiment un moment très riche en échange entre les salariés et les artistes. Et ça, je le souhaite à toute entreprise. Mais racontez-nous un peu plus en détail comment ça s'est passé, comment ça a été vécu, parce que vous avez dû en avoir beaucoup de retours. Oui, on a eu beaucoup de retours en interne et en externe, mais le plus fort, en tant que dirigeant d'entreprise, en tout cas, le plus fort, ça a vraiment été le retour des collègues. Le retour des collègues, ça a été formidable. Parce qu'au début, on a un projet de street art. C'est venu d'une opération de mécénat, parce qu'on fait du mécénat aussi à côté. Et on a mécéné une association de vannes qui voulait faire peindre des murs de vannes. Bon. Et de là, on s'est dit, pourquoi pas Ecodis ? On en a parlé aux salariés. Bon, là, première approche pas très concluante. Bon, où est-ce qu'ils vont encore nous emmener ? Bon, après, on a proposé aux salariés qui étaient partants de faire un petit groupe et de se dire, il y a un site internet en particulier qui recense tous les artistes, beaucoup d'artistes français, internationaux. Faites une liste de 5 artistes qui vous plaisent, qui vous parlent. Et puis on verra pour les contacter. Bon, ils nous ont fait une liste et il y a 2 noms qui sont ressortis chez tout le monde. Tous les autres étaient des noms uniques, mais il y a 2 noms qui ressortent. On avait un projet, le projet du mur de l'entrepôt. On s'est dit, on va faire deux projets, puisqu'ils ont sorti 2 artistes. On va respecter aussi, ils ont l'air tous d'accord, donc voilà. Après, il a fallu contacter les artistes, trouver des artistes qui acceptent une commande privée, trouver des artistes qui acceptent de peindre en intérieur, ce qui est contraire au street art. Et puis, il se trouve que les 2 artistes sélectionnés ont bien voulu. Il se trouve aussi qu'ils étaient sur des budgets qui pouvaient correspondre aux nôtres. Il y avait cette composante-là aussi. Donc là, après, on a planifié, conduite de projet classique, leurs besoins en matériel, alors les bombes, les pots de peinture, les pinceaux, les rouleaux. Là, on découvre, pour nous en tout cas, un monde un petit peu différent. Ou c'est pas très écolo d'ailleurs. C'est pas très écolo, voilà. Alors nous-mêmes on fait de la peinture écolo, mais on l'a pas proposé parce qu'on n'avait pas les nuanciers que demandaient les artistes. Mais on s'est adapté. Et puis quand ils ont été là, on a organisé déjà un petit déjeuner d'accueil, des choses très simples en fait. Les pauses étaient délocalisées de la salle de pause à l'entrepôt pour pouvoir profiter, discuter avec les artistes, les voir peindre. Et là, il s'est vraiment créé quelque chose. Il y a eu et des 2 côtés, les artistes aussi. Aujourd'hui, nous disent il s'est passé quelque chose chez Ecodis. Nous, on a pris un tournant aussi dans notre création artistique. Donc voilà. Et on a eu la chance d'avoir des artistes qui étaient en phase avec nos valeurs. Donc ils avaient eux-mêmes leurs valeurs, donc qui étaient respect, diversité, liberté. Et effectivement, du coup, les échanges ont résonné. Je pense que beaucoup de nos collègues aujourd'hui ont compris pourquoi on avait eu cette démarche-là, ce que ça leur a apporté. Et aujourd'hui, nos collègues nous demandent si on ne peut pas en faire revenir pour peindre leur mur de bureau maintenant. Donc c'est plutôt réussi. On n'a pas de photo de la fresque en question. Non. Est-ce que vous pourriez la décrire en quelques mots Oui. Alors c'est une fresque qui a été réalisée par Douron. Douron, c'est un couple. Voilà, d'une Française et un Espagnol. Donc là, en ce moment, ils étaient à Jacksonville et ils vont à Miami et ils peignent vraiment des murs gigantesques partout. Et là, ils nous ont fait 4 visages, 2 femmes, 2 hommes, des différents continents, on va dire plutôt mélangés d'ailleurs. Il n'y a pas un continent qui ressort, plutôt des mélanges. Ils regardent directement nos collègues de manière très franche, de face complètement, avec une expression dans le regard qui permet d'y projeter l'humeur avec laquelle on vient le matin, quoi. Si ils sont pas en train de sourire et quand on arrive de mauvaise humeur, on se dit ils nous regardent, ils rigolent. Bon, non, ils font pas la tête non plus. On peut y projeter son humeur et c'est très agréable. Alors ils sont très colorés, les couleurs de Douron, c'est du bleu et du orange dans les dérivés.
Et ça fait un ensemble très, très chaleureux. Hein. Dans l'univers du bois dans lequel on est, ça a apporté une couleur. Et puis on travaille au pied du beau, quoi. Et devant l'art, devant le beau, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit aussi notre directeur lors de l'inauguration. Il a dit, bon, bah là, voilà, il n'y a plus de patron, il n'y a plus de hiérarchie, on est tous égaux au pied de cette œuvre. Et c'est tout à fait vrai. Parce qu'il y a de l'art mural dans l'entrepôt, il y a aussi de la musique, j'ai pu le constater en venant vous rendre visite. Oui. Racontez-nous comment ça s'est mis en place, cette musique dans l'entrepôt. Alors c'est vrai que les préparateurs et préparatrices de commandes apprécient pour la plupart la musique. Pour la plupart, c'est peut-être 70-80%, mais comme tout le monde, hein, on a aussi des musiciens dans des groupes. Hein, donc il y en a un qui est musicien dans un groupe de reggae, l'autre dans du plutôt punk, un autre qui mixe. Donc ils ont des goûts musicaux très différents. Donc il a fallu aussi instaurer des règles pour ne pas casser les oreilles de ceux qui en plus préfèrent travailler dans le silence. Donc là, il a fallu mettre des règles. Donc il y a un poste de musique et chacun a le droit à 1 heure par jour ou oui, en gros, c'est 1 heure par jour pour mettre sa musique ou ne pas en mettre. Donc effectivement, quand vous êtes passé, il y avait de la musique. Je me souviens plus du style, mais il y a des moments aussi où il n'y a pas un bruit parce que certains ont besoin de mettre au repos les oreilles. Pour conclure cette masterclass, c'est relativement récent votre expérience à Ecodis, ça fait 2 ans et demi, je crois. Qu'est-ce que vous retirez, qu'est-ce que vous retenez du travail dans cette entreprise et des valeurs qu'elle porte au quotidien? Ce que j'en ressens là, c'est à titre tout à fait personnel, c'est que quand on est en phase complètement avec ses convictions, avec ce qu'on vit personnellement et ce qu'on vit au quotidien, tout est beaucoup plus facile. Et donc c'est très facile de se lever le matin, c'est très facile d'avoir envie de résoudre les problèmes, d'aller voir les collègues, de pas avoir, de faire avancer les choses. Et ça c'est. Et on est peut-être plus passionné. On est aussi complètement, on est complètement passionné, porté, et puis je pense que du coup on emporte. Enfin moi c'est le ressenti et c'est la vraiment passion chouette. Contagieuse. La passion contagieuse, tout à fait. Très bon. Merci Marie-Laurence Leray. On espère qu'elle vous a transmis un peu de sa passion. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci.